J'étais évidemment un peu, je dirais pas écrasé, mais très étonné de voir une pareille proposition, parce que ça me semblait être monumental, très difficile à faire, parce que j'avais des scènes qui me passaient sous les yeux. Comment je vais faire? Est-ce qu'on le fait sur place? Ça va durer combien? Ça va durer des mois? Il va falloir habiter là-bas? Enfin, c'était tout ça s'embrouillait et ça entraînait quand même beaucoup de choses. Et en fin de compte, il me semblait qu'il était impossible de refuser. Malgré tous les inconvénients, c'est une aventure que je peux pas rejeter, c'est pas possible. On verra bien. Bon, voilà, je suis parti comme ça. Les questions de toutes sortes sont arrivées après, les unes après les autres. J'ai été d'abord très, très inquiet pour la manière de le faire et où le faire. Et a fini par voir une manière de placer des panneaux, de le faire par panneaux qui ensuite seraient assemblés sur place, c'est-à-dire ici. Alors, on est parti comme ça, on a fini avec beaucoup de difficultés par y arriver. C'était la première chose, avoir un lieu pour travailler. Donc ça s'est fait dans mon atelier. Bon, alors, tout doucement, les idées sont venues, mais des propositions, il y en a eu 25, 30, je ne sais plus. Il n'y a pas eu que ce qui est là. C'était vu autrement, fait autrement, et puis j'ai rejeté, amélioré, jusqu'à le faire tel que c'est là. C'est de la peinture, comme d'habitude, mais à une échelle différente. Alors, ce qui est important, c'est l'échelle, c'est pas la qualité de la peinture qui, normalement, est constante, mais la qualité d'une peinture qui fait, disons, 1 mètre de large sur 50 de haut ou 60 de haut, n'a rien à voir avec la qualité d'une chose qui fait, comme là, 16 mètres sur 6. C'est complètement différent. Complètement, on ne peut pas peindre de la même façon. On change tellement d'échelle qu'on est devant des problèmes autres. Là est la question. On ne sent pas toujours les mêmes problèmes. Donc il faut arriver à transférer la qualité, l'appliquer à cette échelle-là, et ça pose des questions imprévues, si vous voulez. Moi, toute ma vie, j'ai travaillé sur des surfaces beaucoup plus petites, et là, d'un seul coup, je me suis trouvé devant des problèmes extrêmement intéressants, d'ailleurs, très intéressants. Mais l'idée qu'on peut se faire, du moment qu'on sait peindre, on peut faire n'importe quoi, à n'importe quelle grandeur, ça n'a pas d'importance. Mais si, ça change beaucoup les choses. Et il est certain, quand on ne l'a pas fait, on ne se rend pas compte. C'est pas un aboutissement, comme on pourrait dire, oh là là, l'aboutissement de sa carrière, Non, tout ça, c'est... Non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas une peinture en tant que peinture pure, c'est pas une peinture supérieure à une autre, c'est simplement une direction qui est différente. C'est un constat. Qu'est-ce que le monde maintenant? Mais montrer le monde maintenant, c'est pas montrer un instant du monde. C'est pas une vision contemporaine du monde, c'est qu'est-ce que le monde, où en est-il? Donc je regarde le monde dans son entier, et voilà où il en est. Mais le miroir, c'est
Ça a déjà été pris par beaucoup d'écrivains, de philosophes. Le miroir, on sait très bien que le miroir, la réflexion, et le monde se reflète dans un miroir. Le miroir est aussi une manière de voir les choses par en dessous, c'est-à-dire de voir ce que les acteurs du monde ne voient pas. Et donc c'est la partie philosophique, c'est le miroir. Et l'autre partie, puisque c'est un théâtre, il faut le prendre comme un spectacle, et qui s'appelle le théâtre des poisons ludiques. Et je crois qu'il faut réfléchir au mot qui déjà pour certains doit être tout un programme à lui seul. Le théâtre des poisons ludiques. Alors on s'est dit, mais où mettons les pieds? On peut très bien ne pas mettre de texte, mais ça accompagne, si vous voulez, l'idée de la réintroduction de la pensée, du sens et de l'écriture dans la peinture. Mais en même temps, son côté directement et totalement pratique. Je parle de l'écriture qui était censée se suffire à elle-même. Là, on l'introduit un petit peu comme on assaisonne un plat, c'est-à-dire qu'on met un peu de sel ou un peu de ceci, ou de poivre, ou de condiment, on en met un peu, mais on ne met pas que du poivre. Hein? Donc, le poivre n'est là que pour assaisonner, et là, c'est la même chose. Les lettres, l'écrit n'est là que pour assaisonner l'image. Alors, il faut comprendre ça. C'est un peu particulier. Mais néanmoins, ce qui est marqué n'est pas n'importe quel mot. Ce sont des mots qui doivent faire comprendre, même s'ils n'ont pas toujours de rapport entre eux, qui ne sont pas explicatifs de l'image, qui doivent quand même donner une idée de ce qui existe là. C'est pas quelque chose qui explique, c'est quelque chose qui montre que ça existe. C'est fait dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où on va trouver Nietzsche, Cioran, Erasme, Platon, Heidegger, Powell, Céline, etc. Vous pouvez prendre, il y en a partout. Des réflexions, par exemple la zone motrice, on passe de la littérature à des activités beaucoup plus techniques, beaucoup plus par moment, parce que ça existe aussi et qu'on le trouve dans le monde. Hémisphère gauche, alors on passe à l'anatomie, on passe à... Et puis des réflexions, 3600 fois par heure, la seconde chuchote « Souviens-toi, je suis autrefois ». Puisque c'est un regard sur le monde, c'est de dire, voilà, le monde qu'on regarde, il est plein de tout ça. Et là, il y en a un tout petit peu, mais il y en a beaucoup plus que ça. On comprend bien que ce ne sont que des exemples. Et qu'en réalité, il y en a une infinité. Il y a, comme je disais, un océan de papier sur lequel on navigue. Et ça a quelle taille, ça? 16 mètres. C'est fou. 16 mètres et 6 mètres de haut. L'ensemble fait approximativement la façade d'un immeuble, quoi. Enfin,
d'un immeuble pas... Ouais. Enfin, d'un immeuble moyen. Le premier étage, quoi. C'est fabuleux, hein. Les petites fourmis, là. Ça représente combien de temps de travail, ça? Pas loin de 2 ans. 1 an et demi, 2 ans. Ce qui est quand même relativement rapide par rapport au temps que je mets pour faire les peintures. Évidemment, ce qu'on ne voit pas sur une photo, c'est la matière. La matière est toujours très, très, très agréable. C'est pour ça que je me réjouis par avance d'aller, un jour je serai en Suisse, d'aller à Lucerne, et de Lucerne aller voir ce lieu d'art. Parce qu'on peut rêver, on peut se demander vers quoi ils vont, pourquoi. Moi, je trouve ça formidable qu'il ait eu cette commande. C'est un gros boulot. Il fallait vraiment du courage. Je me demande si j'aurais eu le courage, tu vois, de faire ce que tu fais. Parce que c'est un tel boulot. Et il m'a dit, il faut être fou pour l'accepter et fou pour le refuser. Hein, c'est ce que tu m'as dit. Bon, ça fait un certain temps que je l'aide de temps en temps pour réaliser des différents objets, si vous voulez. Bon, ces objets sont destinés à être peints. Et donc, quand il a été question de faire cette fresque, tout naturellement, on en est venu à faire appel à moi, évidemment, puisque j'avais une certaine habitude, si vous voulez, pour certaines choses. Le miroir, Je m'en souviens à peine. l'ellipse, vous vous souvenez, il y avait des différences de niveau. Oui. Alors, Oui. moi, j'ai tout repris. Je me disais, je veux qu'il ait un minimum de choses. Ça m'a pas paru impossible, mais extrêmement difficile. Notamment en raison des dimensions même de la salle ici, enfin du local. Parce que ça a nécessité beaucoup de manutention, du fait que, bon, il n'y avait pas la place de monter tous les panneaux en même temps. Et d'autre part, il est évident que, bon, ce genre de commande, ça aurait été 10 ans ou 20 ans plus tôt, ça aurait été un peu mieux quand même, vous voyez. Aussi bien pour l'un que pour l'autre, quoi. Cette composition sur près de 16 mètres de long, 6 mètres de haut, c'est fantastique d'avoir cette commande dans sa vie de peintre. Je trouve que c'est quand même extraordinaire. C'est ça, oui, effectivement. Je fais quelque chose et je cherche quelque chose, c'est comme voir. Dans 50 ans, dans 100 ans, Claude, il sera là. Il sera toujours là. Ces œuvres sont, je vous dis, intemporelles. Elles sont hors du temps. Elles sont, les Suisses, là, par exemple, ne s'y sont pas trompés en lui commandant la commande extraordinaire qu'ils lui ont faite. C'est une œuvre qui va rester et qui sera là et qui sera intemporelle. Un libraire. C'est pour les collectionneurs. Il y a une sorte d'ésotérisme dans toute l'œuvre de Verlaine. Il y a un onirisme qui permet véritablement de définir le réel. Ça, c'est important. Puis autrement, ce que j'aime chez lui, c'est son côté marginal, qu'il n'a peut-être pas souhaité, mais il est marginal. Et il est marginal parce que c'est la seule manière d'entrer en solitude. Et lorsqu'on entre en solitude par rapport à l'art, c'est qu'on devient vraiment un créateur. Autrement, on est un people au milieu de la foule et on ne fait pas la peinture ou la sculpture ou même la littérature parce qu'on aime ça, on le fait pour les autres. Pour ceux qui vont venir véritablement dans les cocktails un peu imbéciles du tout Paris. Non, ce que j'aime chez lui, c'est cet éloignement vraiment par rapport aux choses. Et ce rapprochement par rapport aux gens, parce que toute sa peinture, c'est vraiment une approche de l'humain. Ça m'a tout de suite frappé, ça m'a tout de suite parlé. D'abord parce qu'il y a un humour féroce, qui a un graphisme remarquable, qui a une vision. C'est une vision du monde et des êtres qui n'est pas toujours d'un optimisme absolu, mais enfin ça, c'est pas la faute du peintre, c'est la faute des êtres. Il y a un homme que j'admire, c'est De Vos, parce qu'il a fait éclater les mots, il a joué avec les mots. Et je trouve qu'il y a un rapprochement possible entre ce qu'a été De Vos pour le public français et ce qu'est Verlaine, parce qu'il y a la même moquerie, le même éclatement des formes, des êtres, et qui a en même temps un raffinement dans la gravure, dans la peinture. Il y a un raffinement exceptionnel. Je l'ai découvert à Paris dans une galerie qui appartenait à une de mes tantes.
Et dès le premier regard, comme disait Jean Cocteau, méfiez-vous du premier regard, c'est le bon. Eh bien, j'ai été transcendé, je peux dire, par la peinture de Claude. Bon. Parce que, si vous voulez, à notre époque où on expose n'importe quoi, et en particulier des malfaçons, à mon avis, Claude fait partie, pour moi, des inventeurs. Il a un monde à lui. Il y a un monde Claude Verlaine, ce qui est très rare en peinture. Je me suis retrouvé dans le monde que j'aime, celui des peintres d'autrefois, mais en même temps, il y avait quelque chose qui n'était pas d'autrefois. Il y avait un humour, il y avait une manière il y avait une forme de pessimisme qui n'est pas forcément catastrophée, mais qui voit tout ce qui risque d'aller mal, sans pourtant perdre le goût de montrer tout ce qui est beau, tout ce qui avance, etc. Alors ce mélange m'a beaucoup plu. Je me suis dit, voilà. C'est peut-être un solitaire dans le monde d'aujourd'hui, peut-être qu'il n'est pas apprécié dans les galeries d'art moderne parce que ça a trop de sens. Non seulement ça en a, mais en plus ça en a beaucoup. C'est en province. Et ensuite mise en place. Ce qui me frappe quand on entre en contact, parce que c'est vraiment une entrée en contact avec quelque chose qui est proprement en dehors du réel, je ne dirais pas tout de suite surréaliste, mais qui nous force à aller au-delà des apparences. C'est d'abord la facture, parce que par rapport à une grande partie de la peinture contemporaine, qui ne s'intéresse plus tellement à la forme, eh bien, il y a un souci formel exceptionnel qui relève de... ça, c'est une remarque qu'on m'a faite et qui me paraît très juste, de l'art du graveur, autant que celle de l'art du peintre. Autrement dit, il y a un souci de la précision, du détail, qui n'a rien à voir avec ce que parfois on entend par un art fantastique ou un art onirique. Parce que l'art fantastique et onirique, il est souvent caractérisé par le vague des contours, le vague de la pensée. Or, ce qui me paraît au contraire très frappant et très exceptionnel chez Claude Verlaine, c'est à la fois la précision de la forme et la précision de la pensée. Avec Verlaine, on est sûr que la peinture pousse à la réflexion. On ne regarde pas toujours ça. Parfois, il m'arrive de regarder des peintures comme si c'était de la décoration, mais je sais où je vais. Avec Verlaine, je suis dans la nécessité de tenter de comprendre. Et c'est ça qui est extraordinaire. Lorsque la peinture vous fait réfléchir, dans les grandes œuvres, vous savez, lorsqu'on parle de la Joconde, tout le monde la connaît, et tout le monde pourrait peut-être demain la peindre, il faut savoir comment on la regarde. Et d'ailleurs, c'est un mystère. La peinture, lorsqu'elle arrive à un certain point, est un mystère. Donc il ne faut pas essayer vraiment de connaître, de savoir à tout prix ce qu'a pensé l'artiste. Moi, ce qui m'importe, c'est dans quel confort il m'a installé pour que je comprenne à ma manière. Il y a une truculence dans cette peinture, c'est ça qui compte. C'est vraiment... les personnages sont charnus, ils ont une force, ils ont une densité. Tout ça se tient bien. C'est l'imaginaire, c'est la vision qu'il a du monde, il a une vision particulière qui lui appartient et qui est une vision qui est partagée par beaucoup de monde. Bon, le fait d'avoir été exposé un peu partout, etc., c'est peut-être... La France est peut-être un peu en retard, d'ailleurs, à ce propos-là. Alors. Mais c'est ça qui me frappe, moi, c'est cet imaginaire exceptionnel, cette vision du monde drôle, belle et tragique, et quelquefois épouvantable, mais ça fait sourire, même si on grasse un peu des dents en souriant. Et à la fois, ce sont des personnages fantastiques, mais ils véhiculent tellement le réel. Tout à l'heure, on parlera des ténors regards. Et dans les ténors regards, il y a des personnages qui ont vraiment des visages très expressifs, très concrets, et en même temps, ils sont emplumés. Ils ont des plumes partout. Et on sent qu'ils pérorent. Et bien que ce soit des ténors regards, moi qui suis avocat, il y a 3 personnages, j'ai l'impression que ce sont 3 juges devant lesquels j'ai plaidé.
parce qu'ils ressemblent tellement à des magistrats, avec ce côté inquisiteur, ce côté roublard, intelligent, pétillant, et en même temps prêt à vous dévorer, que ce sont des oiseaux de proie, et il y a là quelque chose de la justice. C'est d'une époque pas éloignée, mais avant, je crois que c'est avant ça. C'est le réalisme fantastique, Claude Verlinde. Et à la fois, ce qui est extraordinaire avec le fantastique, c'est que c'est le réel. À partir d'une œuvre fantastique, vous percevez le réel. André Breton a été le premier à l'écrire. Mais en même temps, en matière de peinture, c'est aussi une réalité. Et dans l'œuvre de Claude Verlinde, on capte toute la réalité du monde avec une transposition poétique, fantastique, avec de la sensualité, parfois de la sexualité, du charme, quelque chose qui est direct, qui vous prend aux tripes, qui vous prend au cœur, qui vous attrape les neurones, qui vous tire le cerveau, et qui après vous ouvre sur un univers où vous pouvez rêver, vous promener, traduire. Et puis, chaque profane, vis-à-vis de chaque œuvre, n'a pas forcément la même interprétation que l'artiste, mais en même temps, lorsque l'on peut se promener dans une œuvre, y vivre, on se sent accompli, on se sent rempli. Un artiste, il est là pour véritablement installer des bornes, pour dessiner une route. Qu'importe si l'on sait comment s'aventurer sur cette route. Mais en tout cas, on peut en savoir où les bonheurs ou les dangers. Mais ça nous force à nous interroger. D'ailleurs, lorsque je regarde un tableau, je ne suis pas sûr d'avoir vu, moi, ce que l'artiste a voulu y mettre. Mais peu importe. Moi, j'y ai trouvé ma moisson. Le reste m'apporte peu. Ouais. Alors, c'est vrai que lorsque je regarde l'œuvre de Verlinde, elle est faite de tout ça. Mais moi, je retiens surtout le raffinement. Ouais. Plus, alors vraiment, ce qu'on peut appeler de manière assez vulgaire, la gamberge. C'est nous, c'est un philosophe. Je me demande pourquoi il s'ennuie dans la peinture. Il aurait dû écrire. Je l'ai fait. Il regarde le monde d'une distance. Et après, comme pas mal de philosophes grecs, il forme son opinion et exprime cela dans sa peinture. Parce que c'est non pas seulement un peintre, c'est aussi un philosophe. On ne peut pas se lancer dans une direction comme ça en n'ayant rien derrière soi. En ne sachant pas qu'il y a ceci, cela et plein d'autres choses qui existent. Il faut des bases, quelquefois. Bon, même si on ne les a pas étudiées à fond, on faut quand même savoir que ça existe. Or, moi j'ai essayé de retenir ce qui est à retenir seulement. Je lis un livre, alors je dis non, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, c'est ah, voilà, ça c'est bien. Une idée par... Oui, voilà, souvent... C'est un peu comme ça que j'ai fait. Comme on dit aussi en musique, Chopin avait cette recherche de la note bleue, et quand on interprète une sonate, des fois c'est une phrase, une mesure qui tient tout l'édifice. Voilà. Je crois que c'est et de là, important. tout découle. La personnalité, c'est ça qui est intéressant. Bien sûr. Autrement, si c'est tout est fait par les autres... Il y a des peintres figuratifs, contemporains. Claude Verlinde en est un tout à fait évident représentant qui devraient avoir leur place dans les musées, dans des galeries célèbres, et c'est tout à fait scandaleux qu'il ne l'ait pas. Je pense que Claude Verlinde mériterait par exemple d'être membre de l'Institut. À ma connaissance, il ne l'est pas, ce qui est une lacune grave. Verlinde représente aujourd'hui la descendance de la peinture flamande dans la France d'aujourd'hui. C'est ça, pour moi, qui en fait un artiste exceptionnel. Je dis pas seulement Bosch, mais Bruegel, mais parfois Brouwer, enfin, toute une série d'artistes qui ont représenté à la fois le réel et le surréel. Et puis, dans les contemporains, moi, je n'ai pas pu, à certains moments, ne pas penser à Balthus. Je ne voudrais pas développer longuement, mais au fond, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est encore une fois ceci qui distingue complètement Verlinde de la plupart des artistes contemporains du fantastique. C'est que le fantastique n'est pas, pour lui, le prétexte à une sorte d'évasion, dans un vague, encore une fois, de la forme et de la pensée. C'est au contraire quelque chose qui n'apparaît
sur la toile que dans mon impression. Comme ayant été longuement, faut-il dire, pensé, médité, imaginé, mais en tout cas qui n'est à aucun moment arbitraire, même si c'est fantastique. Alors il y a toute une série, je dirais, de méthodes de rhétorique, notamment chaque fois qu'il y a, car c'est quand même une des caractéristiques de son œuvre, confusion des espèces, et surtout des règnes, entre le règne animal, le règne végétal, le règne humain. Il y a plus que des correspondances, il y a des hybridations. Et ces hybridations, elles ne me donnent jamais ce caractère d'arbitraire. Pas plus que les choses les plus extravagantes de Bosch ne me sont apparues comme arbitraires. Il parle de la réalité et qu'il montre le monde d'aujourd'hui, mais il le fait avec les armes de la rhétorique, c'est-à-dire avec un langage qui a des règles, qui a des lois, qui est fait pour être compris même à divers niveaux, mais qui est un langage d'image. Et généralement, dans les œuvres de Verlaine, il n'y a pas de gratuité. Ce n'est pas de la fantaisie pure. Il y a un discours. Alors, c'est un discours d'image, et c'est très utile, parce que comment parler aujourd'hui de la réalité si vous n'adoptez pas quelques ruses? C'est une peinture contemporaine, dans le sens qu'elle montre le monde tel qu'il est, et je pense que ça ne peut pas être autrement finalement, parce que le monde il est toujours pareil en fait. C'est-à-dire qu'il évolue en surface, mais sur le fond il n'évolue pas trop. Donc évidemment la peinture est intemporelle, et elle montre des choses qui sont peut-être plus valables aujourd'hui, mais qui restent valables sur le long terme, vous voyez. Ouais. Donc en ça, c'est pas une peinture, c'est ni une peinture ancienne ni une peinture moderne, c'est une peinture intemporelle. Moi, ce qui me plaît chez Verlaine, c'est qu'il y a une beauté de la forme, il y a un classicisme de la forme. Je suis persuadé aujourd'hui que parmi les grands artistes contemporains, il y en a quelques-uns qui ne savent même pas dessiner. Et pour moi, un peintre qui ne sait pas dessiner n'est pas un peintre. Puisqu'il s'agit d'art, très souvent, les gens n'imaginent pas à quel point les choses sont tendues, et il est extrêmement difficile de parler des problèmes artistiques, du fait que certains artistes sont complètement occultés, que la transmission, par exemple, du métier, le fait d'apprendre à dessiner, apprendre à peindre en France a été complètement brisé. C'est très difficile de prendre la parole là-dessus, parce que l'art est censé être quelque chose d'assez, apaisant, d'assez irénique. Or, justement, avec ce problème d'art très contemporain, l'argent est entré dans cette sphère artistique, et aussi le pouvoir. Parce que, effectivement, puisque il y a eu une collusion finalement entre un certain nombre de fonctionnaires et de grands financiers, et qui font que l'État français a fait des choix culturels, et il a choisi d'aider la dominante du Champienne et l'art conceptuel, au détriment justement des artistes de l'œil et de la main. Les choix ont toujours été très orientés, et malheureusement très orientés en relation avec des galeries, en relation avec des réseaux financiers, où on considère certaines peintures qui, dans un siècle ou deux, on s'apercevra que sur le plan artistique ne valait rien, mais sur le plan financier et sur le plan bancaire, on les considère comme des billets de banque ou des titres du CAC 40. Quand j'avais c'est l'âge de la maternelle, alors mettons 6 ans si on veut, j'étais toujours assis sur une petite chaise dans un coin en train de griffonner quelque chose, enfin de dessiner.
tout le temps. Donc c'était pas réfléchi à ce moment-là. C'était, est-ce que c'était un amusement, est-ce que c'était, bon, probablement un plaisir. Mais ça n'a jamais cessé. Il arrive un jour, quand on est plus vieux, qu'il faut s'engager dans la vie. Ben là, ça s'appelle un engagement. Et là, c'est plus dur, parce qu'on engage l'avenir. Hein, dire c'est bien joli, ah oui, je vais faire ça, mais je vais vivre de qui, de quoi, comment? Et là, il y a eu, effectivement, j'ai eu un jour l'idée, enfin c'est pas l'idée, c'est une espèce de force d'un seul coup qui m'a pris, je dis, eh bien non, alors que j'avais une très très bonne occasion de faire autre chose, une belle situation en vue, j'ai tout lâché pour faire de la peinture, j'ai dit, et puis non, je n'irai pas, je veux peindre, et je veux pas faire autre chose. Ça, je l'ai fait une fois. Et à partir de ce moment-là, je n'ai jamais lâché. Avec des difficultés de parcours, des toutes sortes de choses. Enfin, c'est vraiment... C'est une aventure. C'est vraiment une aventure. Alors, c'est une question d'ambition, si on a l'ambition de faire quelque chose d'important, non pas à partir de son orgueil, mais à partir d'une nécessité. On est dans un monde, on débarque d'une autre planète, on arrive ici, on voit tout ce qui nous entoure, on dit, non, Dieu, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ben, on a envie de savoir pourquoi, à quoi ça sert, où ça va, d'où ça vient. Il me semble que c'est vraiment fondamental. Questionnement d'honnête homme, on va dire. Mais c'est surtout d'oublier un peu, pendant un temps, c'est pas d'ignorer, mais d'oublier pendant un temps les écrits, les apprentissages, les choses de mode qui se disent pas, et de se retrouver enfin solitaire, seul, devant une question. Ça fait quand même beaucoup d'années ensemble, et ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, bien sûr. Mais passionnant. Avec un artiste, il faut être beaucoup à l'écoute et puis essayer donc de remonter le moral et comment dire, de garder le cap soi-même, quoi, de ne pas être influencé par les moments où il y a eu des grosses difficultés, parce que les artistes, malheureusement, sont des gens fragiles et qui sont des proies faciles pour les gens qui sont à l'affût pour exploiter l'œuvre, pour... Et bon, il y a eu effectivement des... On pourrait écrire un livre d'ailleurs sur toute une vie d'artiste. C'est pas une vie normale. On peut pas vivre avec un artiste comme on vit avec quelqu'un qui est fonctionnaire. Hein. C'est pas possible. C'est vraiment une aventure parce que c'est tout le temps à refaire. Tout le temps, et toute sa vie. Se dire, bon, alors j'ai vécu jusque-là, et je peux encore vivre 3 semaines, 1 mois, ou 2 mois, ou 3 mois, mais après on ne sait pas. Après on ne sait pas, rien n'est garanti, rien. Il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de vacances payées, il n'y a rien. Il n'y a rien, on se débrouille, c'est tout. La rencontre, je dirais, qui a démarré tout au début et qui a duré jusqu'à la fin. Enfin, jusqu'à la fin, pas tout à fait, puisque je ne suis pas mort. Enfin, lui est mort. Mais lui, je l'ai connu pendant une 60aine d'années. Et effectivement, c'était une rencontre très importante pour moi, qui a été mon premier acheteur, qui m'en a amené d'autres, enfin qui étaient des gens dans le domaine des notables.
Il y a eu chirurgiens, des directeurs, des pharmaciens, bon, enfin tout ce monde-là, quoi. Enfin, j'en ai eu, disons, 7-8 qui m'ont acheté, enfin, qui étaient capables de mettre un petit prix quand même. Jusqu'au jour où ma cote a vraiment monté, et là, ces gens-là n'ont pas suivi, ils ne pouvaient plus payer. Là, on est en territoire vers l'Inde. Je vois. Avec les enfants dans la cour, il y en a 15 4, ici. 5, 6, 7, 8, Il y en a un dans la 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais. 16 dans la chambre. Oui, bah oui, c'est ça. Et Ah, il n'est pas très récent. Oui, il est pas. C'est pas le plus. Moi, j'aurais dit oui. Moi, je pense que oui. C'est pas le plus ancien, mais il est ancien. Il est ancien. Hein. Oui, il est ancien. Celui-là et le Bourdon, qui viennent plutôt après. C'est la deuxième femme de Baodaï. Oui. Ah oui, elle est venue plusieurs fois. Elle est venue, je sais pas, 5 ou 6 fois pour poser. C'est une ancienne prix de beauté de là-bas. Elle est belle Elle d'ailleurs. est très bavarde. Très bavarde. Elle m'a raconté des tas d'histoires. Il y a une période très fleurie, tout à fait le contraire de ça. Il y a la période des cours d'école, là, comme il y a à côté, aussi. Et il y a beaucoup de périodes, j'étais vraiment dans la recherche à ce moment-là. C'est ça qui est Pendant intéressant. 2, 3, 4 ans, là, même plus, je cherchais. J'ai quand même peint pendant 70 ans. Donc on ne peut pas arriver là sans avoir rien loupé derrière soi. Hein. C'est évident qu'il y en a un paquet. Mais qui n'est pas, que je renie pas, je ne renie rien parce que l'erreur est souvent nécessaire. Je renie pas, mais je reconnais que c'est pas toujours des réussites. Hein. Un jour que Michel connaissait bien Morantin déjà, arrive, alors Morantin lui montre les choses qu'il connaissait déjà, et puis il dit « Mais n'avez-vous rien de nouveau ?» Ah, Morantin dit non, je crois pas. Oh, j'ai bien quelque chose, mais c'est tellement moche, je ne veux pas vous le montrer. » Alors, Michel Bernard dit « Mais si, mais montrez-le. Peut-être que vous vous trompez. » Je veux pas. Enfin, après discussion, Morantin se décide quand même à le montrer. Celui-là. Ah bon? Il le trouvait Et alors, enfin bon, sans intérêt que ça valait pas le coup de montrer ça à un client. Alors, Michel Bernard, il met pas du tout, mais ça m'intéresse beaucoup. Et puis finalement, il dit, ça m'intéresse tellement que je l'achète, si c'est à mon prix. Et voilà comment c'est arrivé. Alors, la suite de ça, c'est que Morantin, qui se grattait la tête, dit, tiens, c'est étonnant. Ah, ça vous plaît tant que ça? Après ça, il le met en vitrine. Et le lendemain, il y avait un 0 de plus à tous mes prix. Ça, c'est pas rien. Non, mais c'est pas une histoire. Hein. Il y avait un 0 de plus partout. J'ai vécu de ma peinture, non pas d'une manière officielle, mais d'une manière souterraine. J'ai vécu de ma peinture avec des ventes de tableaux à des particuliers. Tout le temps. Ce qui est une grande difficulté parce que ça ne fait pas monter la cote de ce qu'on fait, étant donné que les peintures vendues, elles vont chez des gens et elles disparaissent. Elles disparaissent. Et quand on vend à l'étranger, c'est encore pire. Mais moi, je pense que ce qui est, à mon sens, absolument nécessaire, c'est surtout d'éviter ça, de ne pas se mettre dans un courant, même seul dans son coin, mais dans son esprit, d'oublier tout ça et de faire comme si on arrivait de Mars ou de Neptune ou ce qu'on veut, qu'on connaît rien et qu'on ouvre les yeux sur le monde pour la première fois. C'est-à-dire d'être seul
devant ce qui existe et d'être capable d'y répondre seul, sans reprendre les idées des autres. C'est ça, là. Et là, on est sûr d'avoir son style si on fait comme ça. C'est l'idée de la vérité. Alors, qu'est-ce que la vérité? La vérité, en reprenant évidemment la vieille idée de la vérité qui sort du puits, le puits qui est archi simplifié, puisque ça n'est plus en fait qu'un trou, d'où les vérités sortent. Et l'idée, c'est qu'il y en a plusieurs. En réalité, l'idée par elle-même n'a pas de personnalité comme elle est présentée là. Mais je l'ai présentée comme ça parce que c'est une vieille tradition. On a toujours présenté la vérité comme une femme qui sort d'un puits. Alors, je dirais, si on veut par dérision, j'ai fait la même chose. Mais en mettant plusieurs. Il n'y en a pas qu'une. Alors, ça entraîne naturellement l'esprit vers autre chose. On se dit, oh là là, où va-t-il? Il y en a beaucoup. Alors ça veut dire quoi pour beaucoup de gens? Il y a une vérité, c'est tout. La vérité sublime et dominante. Ben non, je crois pas, il y en a beaucoup. Il n'y a pas d'étapes prédéfinies, ça part comme ça vient comme oui, ça? Non, c'est pas défini, c'est pas programmé. Ouais. C'est pas programmé, sauf que je suis obligé d'avoir le cadre avant, parce que le cadre, en fait, qui est un panneau, c'est pas un cadre qu'on met autour, c'est un panneau avec de la toile qui est marouflée sur le bois, et tout ça se tient, c'est pas démontable. Alors, pour pouvoir peindre, il me faut le panneau. Si j'ai pas le panneau, je peux pas commencer. Donc, c'est la seule programmation qui est. Pour le reste, je commence d'abord par faire une grande quantité de dessins de cadre avant, pour arriver à trouver quel genre de forme va définir ce qui est dedans. Il y a le cadre, je disais, qui entoure simplement, qui est une limite, ou qui est comme une fenêtre ouverte, il y a celui qui est là pour isoler de l'entourage. Mais là où c'est le mieux, le plus efficace et la plus belle fonction du cadre, c'est quand il devient, c'est ce que j'appelle l'enclos des miroirs. L'enclos des miroirs, c'est-à-dire que c'est un entourage des miroirs, c'est-à-dire qui reflète ce qu'il y a dedans. Et c'est un cadre qui participe à l'action. Vous voulez dire que ça et doit qui en a, ou plus d'une manière peut-être plus précise, qui en a le parfum. Alors, de par sa couleur, de par son décor, de par sa forme, de par tout ce qu'on voudra, mais qui est une espèce de continuité de ce qu'il contient et de ce qu'il entoure. C'est tout le travail d'arriver, aussi bien qu'il faut trouver le cadre qui va s'adapter totalement à ce qui est dans ce qui est dedans, il faut là trouver les moyens pour exprimer ce qu'on veut exprimer, ce qu'on veut montrer, ce qu'on veut peindre. Et trouver ce moyen, le meilleur moyen, le mettre au point, c'est tout le travail. Si on se lance dans la création, automatiquement, on ne copie plus du tout les autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se fier aux autres. Ce ne sont plus des modèles. On est seul. Ça veut dire que la création, c'est avant tout la solitude. On est seul dans la solitude. Et il faut regarder le monde et en penser quelque chose. Être intéressé par ce qu'on peut trouver d'essentiel dans le monde. Alors pour ça, il faut avoir des idées à propos de ce qu'on regarde. Et ce qui, avec un mot que je déteste, qui nous interpelle. Il y a la recherche de l'idée ou l'idée qui vient toute seule.
L'idée qui vient quand on ne l'attend pas, qui est une idée qui nous paraît formidable, d'un seul coup, ça nous tombe dessus. Ah, et ça, je l'avais pas, j'y ai pas pensé, je l'avais pas vu, c'est formidable. Ou alors, chercher une idée qui ne semble pas évidente, puisqu'elle n'est pas venue seule. C'est plutôt le geste du pêcheur, à la ligne, qui va à la pêche à l'idée. Alors donc, il part du regard. Si on a ce regard-là, on cherche le poisson, et plouf, on l'attrape. Mais quand on en tient un beau, un gros, qui sent bon, alors là, on commence à étudier là-dessus, et voir ce qu'on peut en tirer, et l'idée se forme. Elle se forme d'une manière, je dirais presque physique. L'idée s'enrichit, se développe et prend tout doucement sa forme définitive. Un véritable sujet est un sujet vécu, à mon avis, ou pour lequel on a une très très grande passion, un grand intérêt, une grande curiosité. On ne choisit pas comme ça, en mettant le doigt sur quelque chose, les yeux fermés. C'est pas vrai, il faut quand même le vivre. On ne peut bien peindre ou bien décrire que ce qu'on vit ou que ce qu'on a vécu. C'est au départ, on peut dire, une idée de Platon. Platon pour qui l'état supérieur, c'était à la sortie de la caverne, etc. On connaît ça. C'était la découverte de la lumière. Et pour lui, la lumière, c'était l'idée. Parce que la lumière entraîne les idées. Et les idées entraînent l'action. Ça vient d'une attitude que tout le monde n'a pas. C'est d'être jouisseur, et jouisseur de l'œil. Jouir par l'œil, ce qui n'empêche pas le reste, hein. Mais jouir de ce que l'on voit, d'être curieux, une curiosité que rien n'arrête. Et alors c'est cette jouissance quand on découvre quelque chose d'unique, d'extraordinaire, de merveilleux ou d'abominable. Les deux extrêmes sont intéressants, mais voir quelque chose. Rien n'est plus triste que l'insipide, qui ne représente rien, qui est banal. Oui, alors là, on ne regarde pas, on passe plus loin. Là aussi, il y a un thème, il y a un sujet qu'il faut servir, et la manière de le peindre, la meilleure manière de peindre sera la plus belle vérité. La beauté, en tout cas, est absolument liée à la vérité. La beauté repose sur la vérité, mais qui n'est pas la vérité, c'est pas une vérité littéraire. C'est la vérité, si on parle d'un objet, c'est la vérité de l'objet qui compte. Il est évident que si c'est une recherche mentale, bon, la vérité, ça va être un truc quand même plus ou moins littéraire, avec des raisons, avec des pourquoi, des comment, etc. Si c'est un objet qui, lui, n'a pas d'idée, donc qu'est-ce qu'il exprime? Il s'exprime lui-même, il exprime ce qu'il est. Si c'est une pierre, elle s'exprime en tant que pierre, mais de pierre réelle, pas un bout de machin. Vous comprenez, il faut qu'il réponde à sa structure, à son origine, à son expression épidermique de ce qu'il est, enfin, etc., etc. Et il faut que tout ça soit vrai. C'est pas un bout de machin, une pierre en plastique, c'est pas une pierre, par exemple. L'énergie d'une forme, d'une matière, d'un objet usuel ou non usuel, c'est une chose en soi qui est beaucoup plus formelle que l'idée qu'on peut avoir sur un régime politique ou sur un écrit. Donc, la vérité, elle va se trouver dans les moyens qu'on a et qu'on emploie pour dire ce qu'on veut dire.
C'est pas dans ce qu'on dit. Ce qu'on dit, bon, c'est une chose qui peut, elle, être fausse ou pas fausse. C'est un autre problème. Mais la vérité, c'est comment on va dire cette chose. C'est-à-dire, est-ce que la manière de le dire va être totalement, mais totalement au service de ce qu'on va dire, de ce qui doit être dit. Le vrai personnage qui crée n'est plus là lorsqu'il est en gestation, disons. Il n'est plus là, il n'entend rien. Il entend, mais il ne comprend pas, quoi. On peut parler autour de lui, il peut y avoir où il y a du monde, où il n'y a pas de monde, c'est une disparition. Une disparition, comme on dit maintenant, être dans sa bulle. Et à ce moment-là, évidemment, il faut être totalement pénétré de ce qu'on fait et avoir non pas une patience, pas de patience, c'est pas bon, mais avoir une passion qui fait que rien ne peut freiner ce qu'on est en train de faire. Et cette sensation qu'on n'arrêtera pas tant qu'on n'a pas déjà senti qu'on allait peut-être obtenir quelque chose. Parce qu'on n'obtient pas, boum, comme ça. Souvent, ça vient lentement. On fait des essais minuscules sur quelque chose. On dit, tiens, là, ça m'a l'air intéressant. Vous preniez un pianiste, il ne va pas chercher ses notes. Voilà. C'est un systématisme absolu, il l'a tellement fait et refait que il sait où se trouve à toute vitesse. C'est tellement mécanique que la question ne se pose pas. Bon, là aussi, on connaît parfaitement les couleurs, est-ce qu'on peut en tirer? Mais tout de même, il ne faut pas les perdre de vue. C'est pas un oubli, il n'y a pas d'oubli du tout. Il y a simplement une mise en arrière, au deuxième plan. Le premier plan, c'est autre chose, c'est la recherche de l'impasse qui va nous permettre, alors si je fais comme ça, bon, et en baissant un peu la lumière là, en l'augmentant là, avec peut-être certains objets ou certains petits éléments qui seront déplacés un peu vers la droite, vers la gauche, ça va changer le sens. Il faut que j'essaye ça. J'essaye, non, ça va pas. Je vais essayer de l'autre côté. Voilà, on dit, bon Dieu, mais il y a trop de choses là. Beaucoup trop de trucs, c'est encombré. Alors j'en enlève la moitié. Eh ben, ça va pas non plus. Et puis tout à coup, je me rends compte que j'étais à l'envers. Il fallait pas diminuer en disant il y a trop de trucs. Au contraire, il n'y en a pas assez. C'est l'inverse qui va vers la vérité. Et alors, à travers tout ça, il faut savoir, comment dire, avec quelle couleur on va être aidé, soutenu, accompagné, où la couleur ne sera plus de la couleur. C'est ça l'ennui. Quand on pense couleur, il faut pas penser peinture, il ne faut pas penser pot de peinture. Il faut penser matière. Il faut à chaque fois trouver la parade et avoir, comme on dit bêtement, la petite idée de génie qui tout à coup apparaît à la faveur on ne sait pas trop quoi, qui fait qu'on essaye quelque chose et qu'enfin un jour ça marche. Un esprit fou
anachronique complètement. C'est les deux extrêmes, noir et blanc, et la folie, c'est en avoir trois. C'est, on va dire, le troisième œil, si on veut, qui fait que les deux propositions, lorsqu'elles ne marchent pas, ni l'une ni l'autre, parce qu'en réalité, la meilleure, c'est la troisième, qu'on ne voit pas, en général. On ne l'a pas sous le nez, la troisième, il faut la trouver. Alors, il y en a qui l'ont pas très loin, qui la trouvent facilement, il y en a d'autres qui la trouvent jamais, parce qu'ils n'ont pas un grain de folie dans la tête.